C'était il n'y a pas si longtemps, juste avant la crise. L'industrie automobile pétait encore le feu, les ventes mondiales de 4x4 explosaient. Les profits de l'industrie pétrolière aussi. Le réchauffement climatique n'était au mieux qu'un débat ennuyeux à la télévision. Ah mais attends, ça c'est... Qu'est-ce que tu veux rivaliser avec ça? Hummer H2. Non, ça c'est un H, je crois. Certains moteurs émettent trop de CO2, c'est-à-dire de gaz carbonique. Vous êtes conscient de ça? Pour moi, c'est plutôt une histoire de business qu'autre chose. Il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de gaz, rien du tout, que ce soit 4x4 ou autre véhicule. La fête est finie. L'automobile est malade. Il y a le feu sur le climat. Et nous avons pris 10 ans de retard, affirment les climatologues des Nations Unies. Dans certains coins de la planète, comme en Chine, on commence à payer cher le prix de l'inaction. Voilà, c'est là. C'est là qu'elle passait la rivière. Là. Ce retard, nous le devons entre autres à un groupe d'agents d'influence américains. Entre 2001 et 2009, ils étaient infiltrés au plus haut niveau et défendaient secrètement les intérêts des industries du pétrole et de l'automobile. Il répétait la même chose. Le réchauffement climatique n'existe pas. Il n'est pas créé par nos émissions. Et si on essaie de le combattre, ça va détruire l'économie et ça prendra votre liberté. Ce que les gens comme Greenpeace veulent faire, c'est vous prendre votre voiture et détruire votre vie. Ils tronquaient les travaux des scientifiques. À cause d'eux, le président des États-Unis pouvait affirmer qu'il n'y avait pas d'urgence, jusqu'au jour où ses lobbyistes ont été démasqués. Monsieur Cooney, avant de travailler à la Maison-Blanche, vous étiez un avocat de l'Institut du pétrole. C'est exact. Et ce sont principalement des lobbyistes pour l'industrie du pétrole, n'est-ce pas? Oui. Et le lobby du pétrole n'est pas le seul à nier les dangers du réchauffement climatique. Quelques scientifiques partagent ces positions. Depuis 10 ans, la température décroît, elle ne décroît pas. Donc, faut arrêter ces fantasmes. Enquête sur une galaxie pour qui tout va bien dans le meilleur des mondes. La maison derrière là et celle-là, elles ont presque été recouvertes par le sable. Avec ce sable, il n'y a plus rien qui pousse. Ça fait 10 ans déjà qu'il ne pleut plus. C'est la sécheresse. Avant la rivière, il y avait de l'eau, haut comme ça. On ne peut pas vivre. Les animaux n'ont pas d'herbe à manger. C'est de plus en plus dur. Dans cette vallée oubliée, à 120 km de Pékin, l'urgence climatique prend une forme extrêmement concrète. Le sable. Il envahit tout. Chaque année, il avance un peu plus, emportant tout sur son passage. Voilà, c'est là qu'elle passait la rivière. Il y avait des digues qui nous servaient pour l'irrigation et l'eau venait par là. C'est la faute de la météo, tout ça. Tenez, ici avant, il y avait des sources d'eau. Et maintenant, elles sont mortes. Les villageois de Langtougou ne comprennent rien à la malédiction qui les frappe. Pourquoi cette sécheresse aussi intense? Un quart du territoire chinois
est constitué de désert. Ce n'est pas nouveau. Mais depuis quelques années, le sable tend à s'étendre. 2700 km² de plus par an. Chaque année au printemps, le vent se lève et transporte le sable jusqu'au cœur de Pékin. Les maladies pulmonaires augmentent et les autorités chinoises tentent de mesurer le phénomène. Un centre d'études tout nouveau est consacré à la surveillance de la pollution aux particules, notamment le sable. La désertification est un phénomène dû au réchauffement climatique planétaire, vous savez. En fait, nous sommes tous dans le même bateau. Par ailleurs, ces tempêtes de sable géantes ne concernent pas que la Chine. C'est ce qu'affirme cette ONG qui conseille le gouvernement chinois en matière environnementale. Même sur la côte ouest des USA, on trouve la trace de ce sable. Il n'y a pas que la Chine qui souffre de ces tempêtes. Les pays voisins aussi sont touchés. Vous voulez dire que le sable vole jusqu'aux USA? Absolument. Des satellites de la NASA ont photographié certaines de ces tempêtes de sable d'ampleur continentale. C'est ce voile brun qui couvre l'image et traverse tout le nord de l'Asie. C'est un effet direct de l'excès de CO2 dans l'atmosphère. Petit rappel pour ceux qui dormaient ces 10 dernières années, voilà comment ça marche, le réchauffement climatique. Le CO2, gaz carbonique, quand il est rejeté en excès par les activités industrielles et la circulation, va se loger dans l'atmosphère. Et il forme un écran qui renvoie la chaleur sur Terre au lieu de la laisser s'échapper. Voilà ce qui crée l'effet de serre et les troubles du climat. Il y a 20 ans, pour évaluer la gravité de la situation, les Nations Unies ont mis en place le groupe international d'experts du climat, le fameux GIEC. Ce sont eux qui vont impulser toutes les conférences internationales sur le climat. Le GIEC, ce sont des milliers de scientifiques de toute la planète à la recherche d'un consensus. Les travaux du GIEC sont à l'origine de la fameuse conférence de Kyoto, la première grande initiative mondiale contre le réchauffement climatique. Nous sommes en 1997. C'est un jour historique. Quasiment toute la planète est là. Pour la première fois, 160 nations vont envisager sérieusement de réduire leurs émissions. Parmi elles, la toute première, celle sans laquelle aucune politique mondiale n'est possible, les États-Unis d'Amérique. Le vice-président Al Gore est venu l'annoncer solennellement. Mais lors de son discours, il prononce une phrase qui sonne comme une déclaration de guerre. Mr. Vice President, please. Dans mon pays, les industriels du tabac ont longtemps expliqué que fumer n'était pas mauvais pour la santé. À ceux qui vont s'opposer à notre démarche, nous disons « Nous ne laisserons pas imposer que des intérêts privés priment sur le destin de l'espèce humaine ». Al Gore ne les a pas nommés explicitement, mais chacun a compris entre les lignes. Certaines industries vont se battre contre les décisions que viennent de prendre les représentants des nations réunies à Kyoto. Car pour certains, réduire les émissions de CO2 signifie ralentir, réduire la consommation et donc le chiffre d'affaires. L'Amérique semble avoir été imaginée pour servir les besoins commerciaux de l'industrie du pétrole et de l'automobile. Dans un film de propagande des années 30, le fabricant de voitures General Motors décrit les villes de demain. Over space,
man has begun to win victory. Over a spectacular suspension bridge, the motorway enters a large city. A feature of this bridge is the elimination of congestion, fresh air, fine green parkways, recreational and civic centers. Elevated sidewalks give a new measure of safety and convenience to pedestrians. They actually double the available width for traffic in the street. And so, we see some suggestion of the things to come. « 50 ans plus tard, la prophétie de General Motors s'est réalisée. Les États-Unis sont devenus la première économie dont le développement repose essentiellement sur l'émission de gaz carbonique. La voiture et les bretelles d'autoroute envahissent le cœur des villes. Les transports en commun existent, mais ils semblent réservés aux perdants. Quant à l'électricité, elle est produite par des centrales au charbon géantes, rejetant des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Les engagements de Al Gore allaient avoir bien du mal à passer. Les sénateurs américains vont refuser de contresigner Kyoto. Ils sont travaillés au corps quotidiennement par une armée de lobbyistes au service des industriels. Il y a eu une alliance entre l'industrie automobile, électrique, charbonnière et pétrolière. On appelle ça le Club du carbone. C'est un lobby très puissant et ils sont restés ensemble, soudés. Et ils répétaient la même chose, le réchauffement climatique n'existe pas, il n'est pas créé par nos émissions. Et si on essaie de le combattre, ça va détruire l'économie et ça prendra votre liberté. Ce que les gens comme Greenpeace veulent faire, c'est vous prendre votre voiture et détruire votre vie. En 2001, l'Amérique élit un nouveau président totalement opposé aux vues de Al Gore sur le climat. George W. Bush va enterrer une fois pour toutes le traité planétaire de Kyoto. Il s'en expliquera face à son challenger John Kerry lors de la campagne présidentielle de 2004. Si on avait ratifié le traité de Kyoto, cela aurait coûté beaucoup d'emplois à l'Amérique. C'est un de ces accords qui vous rend populaire en Europe, alors vous le signez. Mais cela nous aurait coûté trop cher. Il y a une meilleure façon de faire les choses. Voici les faits. La qualité de l'air est meilleure depuis que je suis président. Pour ne pas perdre le confort de vie auquel nous sommes habitués, et aussi pour protéger l'environnement, il faut mettre de l'argent dans les nouvelles technologies. En attendant ces nouvelles technologies qui réduiront un jour l'effet de serre, sous la présidence de Bush, les voitures se mettent à grossir dangereusement. Elles n'ont même jamais été aussi énormes. Que s'est-il passé ? Le gouvernement Bush a offert une réduction fiscale massive aux patrons de petites entreprises qui achètent un 4x4 ou un camion urbain. Si vous payez une grosse voiture, le fisc américain vous rembourse jusqu'à 100 000 $ de vos impôts. Les 4x4 deviennent presque gratuits. Le ministre de l'Énergie doit s'expliquer face à certains journalistes scandalisés. C'est un encouragement pour les patrons de PME, pas seulement pour leurs affaires, mais pour qu'ils achètent les voitures les plus gourmandes en essence, celles qui pèsent 3 tonnes, les plus grosses. Est-ce bien raisonnable? Je ne pense pas qu'on puisse dicter aux gens quelles voitures ils doivent acheter. Vous les encouragez. On peut presque acheter la voiture en entier avec le crédit d'impôt. Je ne pense pas qu'il sera utilisé comme ça. Il y a des preuves que oui. Je ne sais pas, on verra ce qui se passe plus tard. On a vu, après cette mesure, la moitié des voitures vendues aux États-Unis seront des 4x4. C'est un record historique. Petit rappel, pour parcourir un seul kilomètre, une petite voiture produit 120 grammes de CO2. Un gros 4x4 peut monter jusqu'à 350 grammes.
soit 3 fois plus pour le même kilomètre. George W. Bush est un ancien dirigeant de l'industrie pétrolière, tout comme son numéro 2, Dick Cheney, et Condoleezza Rice, sa ministre des Affaires étrangères. Mais désormais, ils sont censés être au service du public et ne doivent pas mélanger leur mandat aux intérêts privés. Alors, pour se faire entendre, les industries du carbone vont mobiliser des centaines d'hommes d'influence, les lobbyistes. Cette armée discrète et plutôt bien payée vit à Washington, à quelques mètres du pouvoir central. Leur bureau se trouve souvent ici, rue K. Selon leur degré de puissance, les lobbyistes peuvent séduire ou menacer les politiques, et même modifier les lois. Ils tentent de manipuler la presse et l'opinion, de contrôler la perception du public. Ils fabriquent même des publicités télévisées avec un message énorme, voire colossal. Ils disent qu'il faut forcer les gens à consommer moins, mais nous dépendons de ce carburant pour notre agriculture, pour transporter nos enfants, pour éclairer nos vies. Et le dioxyde de carbone, ce n'est pas de la fumée ou de la pollution, c'est l'air que nous expirons et que les plantes inspirent. Le dioxyde de carbone, ils appellent ça pollution. Pour nous, c'est la vie. Diffusée à la télévision, cette publicité a été fabriquée par l'Institut pour une entreprise compétitive en 2007. Institut est un mot noble pour désigner un commando d'hommes d'influence particulièrement actifs pendant la guerre du climat. Nous avons rencontré l'un de leurs leaders, une sorte de célébrité parmi les lobbyistes, Myron Ebell. Nous sommes en plein milieu de Washington. Si vous regardez par là, 3 blocs, vous pouvez voir la Maison-Blanche. Le Capitole, le Parlement, est à 2 km dans cette direction. C'est vos cibles, en fait. La présidence, le Parlement. Exactement. Pendant longtemps, vous avez eu des financements très consistants de l'industrie pétrolière et automobile. En tant que groupe à but non lucratif, la loi américaine ne nous oblige pas à révéler qui nous finance. Alors on ne le dit pas, c'est tout. Ça nous rend la vie tellement plus facile de ne pas vous le dire. Mais il est connu que ExxonMobil nous finance car eux, ils sont un peu inhabituels, ils le divulguent, ils le mettent, notamment sur leur site internet. ExxonMobil est l'entreprise la plus rentable au monde. Certes, ce n'est pas la seule à financer des lobbyistes climatiques. Mais chaque année, dans ses bilans, elle rend public en toute transparence ce que les autres maintiennent secret, c'est-à-dire à qui va l'argent. Ça n'a pas échappé aux écologistes de Greenpeace qui en ont profité pour poster les informations sur Internet. Depuis Kyoto, en 1997, nous avons découvert qu'ExxonMobil a injecté 20 millions de dollars dans une centaine de groupes de pression qui ont tenté de peser dans le débat sur le réchauffement climatique. Un homme, issu de cette galaxie d'influence, va même réussir à s'infiltrer dans un poste crucial. Il va devenir l'interface entre la communauté scientifique du climat et la présidence des États-Unis. Il s'appelle Philip Cooney. Cet homme a travaillé sous les ordres de Cooney. C'est lui qui a dénoncé l'infiltration. Celle-ci aurait pourtant dû rester secrète. Rick Pills est un modeste fonctionnaire chargé d'éditer les travaux des scientifiques du climat. Il va devenir le grain de sable dans les rouages. Il a été témoin de la pression exercée par Cooney. Celui-ci était chef d'équipe dans cette branche des services environnementaux de la Maison-Blanche, chargée du climat. C'est là le 722, le Conseil pour la qualité environnementale. Cooney n'est pas un scientifique, mais il surveillait les scientifiques. Il a commencé à apparaître ostensiblement aux conférences du programme scientifique sur le changement climatique en 2002. Il était comme un policier. Parfois, il se calait juste dans un coin de la pièce et il regardait.
Tout le monde savait que la Maison-Blanche était là. Pas besoin de censure directe. Il suffisait de faire passer le message. Nous sommes là, on vous surveille, et vous connaissez notre position. Ça suffisait pour perturber le travail des professionnels. À l'époque, Rick Pills ne sait rien de Philip Cooney. D'où vient-il? Quel est son passé? Il commence à enquêter discrètement. Je me rappelle avoir tapé son nom sur Internet. Il n'y avait pas grand-chose sur lui. C'était étonnant le peu de traces qu'il avait laissées. Il est la quintessence des opérationnels de Washington qui agissent dans la coulisse. Rick Pills finira par réaliser que les rapports des scientifiques sont massivement modifiés et tronqués par Philip Cooney. Une découverte qui lui pèse jusqu'à lui devenir insupportable. Je travaillais à l'intérieur du système et j'étais frustré. Je me disais pourquoi est-ce que les médias ou les parlementaires ne réagissent pas? Et puis j'ai réalisé que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas, ou du moins dont ils ne connaissaient pas les détails. La presse ne pouvait pas rendre compte de ce qu'elle ne savait pas. Et la seule manière de le faire sortir, c'est que quelqu'un l'explique, publiquement. Alors, j'ai démissionné avec l'intention de reprendre ma liberté de parole, que j'avais abandonnée pour travailler à l'intérieur du système. En 2005, Rick Pills quitte son job. Il part avec des documents qui établissent l'infiltration du lobby pétrolier, bien décidé à les rendre publics. Ce geste va changer le cours des choses. L'information finit par atterrir en une du New York Times. L'opposition démocrate et les écologistes qui suspectaient des tripatouillages sans avoir de preuves se saisissent de ces révélations et déclenchent une tempête politique. Pendant des années, certaines entreprises ont tout fait pour retarder la recherche et résister à la réalité et à la science. Et aujourd'hui, en première page des journaux, nous apprenons que le gouvernement a embauché des gens qui, de manière calculée et intentionnelle, ont truqué des études et des données scientifiques. Un gouvernement doit respecter la science et croire à la possibilité d'un avenir. Le lobby écologiste ainsi qu'un mouvement citoyen parti de la base font pression sur les parlementaires de tous bords. Bryden Ross is his environmental staffer. Bryden. Nice guy, actually. You should definitely stop by and leave him. La révélation de l'existence d'une possible taupe à la Maison-Blanche va donner des arguments aux parlementaires démocrates. Ils exigent une commission d'enquête parlementaire. Elle sera présidée par le démocrate Henry Waxman, l'un des plus virulents d'entre eux. Les congressistes veulent entendre cet homme dont il n'existait aucune photo, dont on ne connaissait que le nom. Philip Cooney. Philip Cooney a été convoqué très officiellement. Pour la première fois, l'Amérique découvre son visage. Cooney ne serait peut-être jamais sorti de l'ombre sans Rick Pills, son ancien subordonné. Celui-ci est dans la salle, il assiste au débat. Les auditions vont révéler au public les méthodes très particulières du gouvernement Bush et ses liens organiques avec l'industrie pétrolière. Monsieur Cooney, avant d'aller à la Maison-Blanche en 2001, vous avez bien travaillé pendant 15 ans pour l'Institut du pétrole américain. C'est exact. C'est essentiellement un groupe d'influence au service de l'industrie pétrolière. Oui. Chaque parlementaire dispose de quelques minutes pour passer sur le grill le haut fonctionnaire. Les démocrates veulent faire avouer à Cooney qu'il n'était pas un fonctionnaire au service du bien public, mais plutôt un agent de l'industrie pétrolière. Le duel va être serré. Cooney est un avocat. Il est épaulé par deux autres avocats, prêts à bondir, comme dans un procès.
Et c'était comme un procès. Cooney le sait. S'il est pris en flagrant délit de mensonge, il risque une procédure judiciaire. Chaque mot peut lui coûter cher. Monsieur Cooney, vous avez indiqué que votre seule loyauté, elle est au président qui vous a nommé, correct? Exact. Ça signifiait moins d'impôts pour l'industrie pétrolière à une époque où ils engrangeaient 125 milliards de dollars de profit, correct? Monsieur le député, je peux vous dire que quelques années plus tard, nous nous sommes opposés au pétrole et taxes. Réduction d'impôts pour les pétroliers. Parlons vrai, monsieur Cooney, parlons vrai. Tout ceci a été soutenu agressivement par le gouvernement Bush et voté par un Parlement républicain. Vrai ou faux? Il y avait beaucoup d'éléments de notre politique qui n'étaient pas forcément en faveur de l'industrie pétrolière. À l'origine, Philip Cooney travaillait ici, à l'Institut du pétrole américain, l'un des multiples groupes de pression financés par ExxonMobil. En 2001, Cooney est recruté directement par la présidence des États-Unis. Son poste est stratégique. Au Conseil de la qualité environnementale, il s'occupe du climat. On a découvert que le Conseil de la qualité environnementale avait joué un rôle très actif. Il censurait le travail de scientifiques éminents en instillant le doute. Officiellement, Cooney devait réviser les travaux des scientifiques. Mais il ne va pas se contenter de vérifier s'ils contiennent des fautes d'orthographe. Il va les réécrire, les tordre, en altérer le sens. Là où les scientifiques avaient mentionné des certitudes, il injecte des peut-être. Et il peut même rayer des phrases entières si elles sont trop alarmistes. Sur certaines études, Cooney applique jusqu'à 180 modifications. Elles vont toutes dans le même sens. Injecter le doute, amoindrir les affirmations des scientifiques. L'idée était la suivante. Si les gens ne prenaient pas ces histoires de changement climatique trop au sérieux, si les études exprimaient des doutes, si le changement climatique était potentiellement dangereux, mais seulement potentiellement, et que peut-être la planète se réchauffait, ce genre d'expression pouvait inciter les gens à penser que bon, tout cela n'était pas si urgent, qu'on pouvait s'en occuper plus tard. Et entre-temps, on pouvait passer à autre chose. C'est ce que l'industrie pétrolière voulait, et il semble que c'est ce que M. Cooney a tenté de réaliser. Exact, j'ai inséré ces mots. Et je présume que vous vous appuyez sur des connaissances scientifiques pour contredire cette étude? Ce n'est pas un rapport scientifique. Voici la question, elle est très simple. Vous avez fait un changement. Sur quelle base? C'était le rapport de 2001 de l'Académie nationale des sciences. Et dites-nous spécifiquement où l'Académie disait potentiellement. Page 19, ils disent « Au niveau régional et sur une longue échéance, il y a plus d'incertitudes. » Il répétait sans cesse qu'il suivait l'Académie des sciences, mais en réalité, il détournait le sens des travaux de cette Académie et de la majorité des scientifiques. Ce que ces types faisaient, c'est qu'ils sortaient un détail qui les arrangeait et ils disaient « Ah, on a trouvé un truc qui remet en cause le consensus. Il faut en débattre. » Ils mettaient donc en avant un élément marginal face à d'énormes preuves. Lors de l'audition de Cooney, un document destiné à rester secret est produit. Ce n'est pas une étude scientifique ni une note de la Maison-Blanche. C'est un plan d'action du lobby pétrolier.
une feuille de route pour manipuler l'opinion publique et retarder les décisions. La victoire sera atteinte, est-il écrit noir sur blanc, lorsque le citoyen moyen aura compris, entre guillemets dans le texte, comme du simple bon sens, qu'il y a des doutes dans les sciences climatiques. Quand je compare ce document de l'Institut du pétrole avec vos activités à la Maison-Blanche, j'ai du mal à trouver une différence. L'Institut du pétrole définit la victoire quand on parvient à semer le doute. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Monsieur le Président, j'essaierai d'être concis. Ça n'a rien à voir avec mon ancien poste à l'Institut américain du pétrole. Quand je suis venu à la Maison-Blanche, mon unique loyauté allait au président et à son gouvernement. Le plan d'action du lobby du pétrole est signé, entre autres, par Myron Ebell. Celui-ci était en contact permanent avec Philip Cooney. Entre l'agent d'influence du pétrolier et le haut fonctionnaire de la Maison-Blanche, les rapports de pouvoir ne vont pas dans le bon sens. Dans ce mail que Ebell adresse à Cooney, c'est le lobbyiste qui semble donner les ordres. Ebell laisse entendre qu'il veut la tête de certains dirigeants d'une agence gouvernementale. Peut-être demain, on demandera la tête de Whitman. Et Whitman a bien été viré. Beaucoup de gens qui travaillaient sur ces questions avaient un lien avec Cooney. Il avait travaillé pour l'industrie privée, pour l'Institut du pétrole, avant d'arriver à la Maison-Blanche. Et oui, on essayait d'influencer. Vous lui donniez presque des ordres? Non. Non. Non, on ne donne pas d'ordre à des types qui travaillent à la Maison-Blanche. On se contentait de dire, si vous faisiez votre boulot correctement, voilà ce que vous feriez. C'est plutôt comme ça que ça se passait. Ce climat d'intimidation touchait plusieurs institutions. Juste à côté de Cooney, James Hansen, un éminent scientifique de la NASA. Hansen est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes du climat au niveau mondial. Or, il a été l'un des premiers à avoir alerté sur les dangers du réchauffement climatique. Dans ses auditions, on découvre que Hansen était surveillé de près. Après des apparitions médiatiques répétées, sa direction lui avait désigné un officier de relations publiques qui contrôlait sa parole et son accès à la presse. On demandait aux scientifiques de ne pas parler aux journalistes. Il fallait qu'on dise aux journalistes « Je ne peux pas vous parler, il faut que j'ai un officier des relations publiques qui écoute la conversation téléphonique. » Pour moi, ça commençait à ressembler à l'Union soviétique. Franchement, ça viole la Constitution. Je suis un Américain et j'exerce mon droit à la liberté de parole. Et si un officier de relations publiques me dit que je ne peux pas faire ça, j'ai le droit de l'ignorer. Il a été développé une politisation de la science et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les chargés de communication ne devraient pas être choisis sur des critères politiques, sinon ils deviennent des officiers de propagande. Philip Cooney ne sera pas plus inquiété. Après le scandale, il a quitté la Maison-Blanche. 3 jours plus tard, il avait un nouveau job chez ExxonMobil. Il ne souhaite pas faire de commentaires. Depuis sa démission, son subordonné, Rick Pills, a quant à lui décidé de poursuivre son combat en créant un site internet de surveillance des sciences du climat. Nous avons demandé une interview à ExxonMobil. Le pétrolier a refusé. Il affirme qu'il n'est pour rien dans l'infiltration de Cooney. Il nous a envoyé un long mail. Peut-être une conséquence du scandale
ExxonMobil reconnaît aujourd'hui que malgré les incertitudes qui perdurent, il serait prudent de développer une stratégie contre les risques liés au réchauffement climatique. Du fait des manœuvres des lobbies industriels et des blocages du gouvernement Bush, un temps précieux a été perdu. Les écologistes disent une dizaine d'années. Depuis, un certain nombre de catastrophes naturelles, comme l'ouragan Katrina, sont venues fournir des images au pire scénario. Avec le changement de locataire à la Maison-Blanche, la position des climatologues écologistes va enfin être entendue. Maintenant, c'est le moment de faire face à ce défi une fois pour toutes. On ne peut plus se permettre d'attendre. La négation n'est plus une réponse acceptable. Les enjeux sont trop importants, les conséquences trop sérieuses. Je suis Barack Obama, je ne reçois pas d'argent des compagnies pétrolières ni des lobbyistes et je ne laisserai plus bloquer le changement. La nouvelle administration Obama nomme une série de scientifiques et de hauts fonctionnaires qui ont pour mission explicite de réduire le CO2. C'est la fin des ambiguïtés entretenues. Le message a été donné à plusieurs reprises. Il est clair que le changement climatique a lieu maintenant. Les observations que nous rapportons ne sont pas les opinions qu'on peut débattre. Ce sont des faits qu'il faut affronter. Mais face à ce changement de politique, les industries ne désarment pas. La bataille de la communication a immédiatement été déclenchée. Les charbonniers ont produit une série de spots vantant les mérites du charbon propre. En Amérique, vous pouvez sentir une énergie. Une énergie créée par les emplois des travailleurs américains. Des emplois qui remettent l'économie américaine sur ses pieds et qui nous rendent plus compétitifs. Grâce à une énergie à prix abordable et la plus abondante du pays, le charbon. C'est le pouvoir de l'Amérique. Offensive médiatique à laquelle les écologistes ont répliqué par des satires. Maintenant, vous pouvez avoir le nouveau charbon propre. Charbon propre donne tout son sens au mot propreté. Pour que vous ressentiez l'air le plus pur qui existe. Charbon propre est sponsorisé par l'industrie du charbon, l'industrie la plus fiable. À Colergy, nous pensons que le changement climatique est une sérieuse menace pour nos affaires. C'est pourquoi nous avons décidé de dépenser beaucoup d'argent dans la publicité pour rendre la vérité incompréhensible. Le fait est que le charbon n'est pas sale. Nous pensons que c'est propre. Et même que ça sent bon. Alors ne vous préoccupez pas du changement climatique, laissez-nous nous en occuper. Dans la vraie vie, le charbon propre, ça n'existe pas. Mais dans cette guerre, le spot publicitaire le plus étonnant est tellement extrême qu'on hésite un instant. Est-ce une parodie ou la réalité? Il s'agit d'un message authentique financé par un lobbyiste issu de l'industrie pétrolière. Le Congrès prépare une loi qui classerait le CO2 parmi les polluants. Cette loi nous coûterait des emplois. Il n'y a aucune preuve scientifique qui montre que le CO2 soit un polluant. En fait, un niveau plus élevé de CO2 aiderait l'écosystème et soutiendrait le développement de la faune et de la flore. Alors agissez, contactez votre sénateur ou votre député dès aujourd'hui et rappelez-leur que le CO2 n'est pas un polluant et que plus de CO2 signifie une terre plus verte, parce qu'on a tous besoin de CO2. Le courant des sceptiques climatiques sert les intérêts des industries liées aux énergies fossiles, c'est un fait. Mais c'est aussi une véritable école de pensée qu'on entend trop peu souvent. Qu'est-ce qui fait dire à un véritable scientifique que les recherches sur le climat sont fausses ou qu'il ne faut rien faire pour réguler les émissions de CO2? Il y a une poignée de scientifiques, littéralement une poignée, qui pensent qu'il y a encore débat sur le réchauffement climatique. Et ces sceptiques se retrouvent à la marge de la position sur laquelle tout le monde est d'accord et qui dit « on est dans de sales draps ».
Nous nous rendons au Cato Institute, un groupe d'influence qui s'élève contre toutes les mesures qui pourraient entraver l'activité économique des entreprises. Pour les questions climatiques, ils ont recours à un scientifique maison, Patrick Michaels. Celui-ci répond à tous les journalistes. Son job, faire entendre le point de vue de l'Institut. Le climat n'est pas un problème et le libre marché sauvera la planète. Si vous revenez au 19e siècle, une ère d'avant le carbone, vous verrez bien que notre monde d'aujourd'hui est beaucoup plus confortable. Notre santé est meilleure. Le niveau de vie est meilleur. Alors il faut toujours regarder les deux faces de la médaille. Mais si demain vous avez des sécheresses, des centaines de milliers de personnes qui meurent parce qu'elles n'arrivent plus à cultiver pour se nourrir, si vous avez des ouragans, tout ça, c'est un effet vraiment négatif du réchauffement climatique. Vous démolissez la planète. Je pense que vous êtes victime de ce que les gens de l'Académie des sciences ici appellent l'hypothèse de l'homme stupide, qui suppose que l'homme ne s'adapte pas. L'agriculture s'adapte très facilement, au moins ici, aux États-Unis. Je comprends. Donc ce que vous voulez dire par s'adapter, ça veut dire que les faibles vont mourir, par exemple. En Europe, on a eu une grosse canicule en 2003 et 15 000 personnes sont mortes. Je suppose que ça fait partie de l'adaptation? J'ai étudié les vagues de chaleur. Et ce qu'on constate, c'est que les villes qui subissent les plus grosses canicules sont celles qui comptent le moins de morts dues à la chaleur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a l'air conditionné partout, bien sûr. Et en Europe, on n'a pas l'air conditionné. Vous n'aviez pas l'air conditionné. Maintenant, vous en avez plus. Non. Eh bien, vous en aurez. Parce que ça fait partie du processus d'adaptation. Et nous créerons encore plus de réchauffement car l'air conditionné génère des gaz à effet de serre. C'est plus important de sauver des vies que de se soucier du réchauffement climatique. Tant pis pour tous ceux qui ne peuvent pas se payer des climatiseurs. Je le répète, la clé d'une protection de l'environnement, c'est une certaine opulence. Vous devez avoir les moyens de protéger votre environnement. Quand vous voyagez, vous voyez bien que les plus pauvres ont un environnement dégradé. Y a-t-il un avenir pour les populations pauvres qui vont être frappées de plein fouet par le réchauffement climatique? Les sceptiques du climat n'ont pas prévu de plan de sauvetage. Les économies modernes ne sont pas affectées par le climat. Mais si vous êtes un paysan pauvre d'Afrique ou du Bangladesh, et qu'il faut absolument récolter une moisson pour pouvoir replanter l'année suivante, juste pour manger, là le climat est très important. Mais pourquoi? C'est parce qu'il leur manque une technologie et une énergie moderne. Qui va leur fournir ça? Personne. On ne peut pas donner la richesse aux sociétés pauvres. Il faut qu'ils se la construisent par eux-mêmes. On dépend du ciel pour vivre. On attend la pluie pour pouvoir cultiver la terre et donner à manger à nos animaux. S'il ne pleut pas, nos bêtes ne mangent rien et nous non plus. Les besoins en développement des pays très pauvres sont très mystérieux. Mais tant qu'ils n'ont pas décidé de réussir, ils ne connaîtront pas le succès. En Europe, l'un des représentants les plus tonitruants du courant des sceptiques est un ancien ministre de l'Éducation, Claude Allègre. Celui-ci travaille à l'Institut physique du globe, dans l'université de Jussieu, à Paris. Claude Allègre ne croit pas au réchauffement climatique. C'est une imposture. Non, je n'y crois pas, mais je ne suis pas si particulier que ça. Je veux dire, nous sommes extrêmement nombreux à avoir la même attitude. J'y crois pas parce que je ne vois pas les faits annoncer un réchauffement. Il y a une modification climatique, oui. Un réchauffement, je ne sais pas si c'est un réchauffement. Maintenant, vous avez certains de mes collègues qui prédisent au contraire un refroidissement, comme ça a été publié récemment aux États-Unis.
Mais alors comment est-ce que des gens, des climatologues comme le GIEC, qui sont quand même reconnus, etc., alertent, ils disent qu'il y a urgence? Ils sont reconnus par eux-mêmes. Ah bon? Ils sont reconnus par eux-mêmes. Ils ont décidé de faire... Ils ont réussi médiatiquement, très bien, cette opération, c'est qu'il leur a permis d'augmenter leurs moyens de recherche, et ils continuent, parce que c'est la poule aux œufs d'or. Le réchauffement n'est pas une certitude, affirme Claude Allègre. Faut-il tout de même prendre des mesures, ne serait-ce que pour respecter le fameux principe de précaution inscrit dans la loi française? C'est une connerie. C'est une connerie. Absolument. Le principe de précaution. Ah oui, j'ai écrit un article, ça s'appelle Principe de précaution, piège à con. C'est une connerie. Pourquoi? Mais parce que c'est une connerie. Ça veut dire que quand on sait rien, il faut prévoir, et quand on sait, on prévoit pas. Donc c'est une connerie, le principe de précaution. C'est un truc anti-progrès, c'est un truc ridicule. Parce que là, il y a quand même pas mal de gens qui sont en désaccord avec vous, qui disent qu'il faut réagir, qu'il y a urgence, Je m'en fous éperdument. Et s'ils ont raison? Mais s'ils ont raison, ils auront raison, je m'en fous. Oui, mais si ça fait des morts, enfin si... Mais ça fait pas de morts, c'est pas... ça fait pas de morts. Qu'est-ce que vous racontez là? Ça fait pas de morts. S'il s'avérait que la température augmente, on prendrait des mesures. Pour l'instant, quelles mesures? Qu'est-ce que vous faites? C'est la propagation de la peur. C'est le déclin de l'Occident, pour vous dire vrai. Parce que la Chine, l'Inde, tout ça, ils ne s'occupent pas de ce problème. Vous trouvez que c'est le modèle qu'il faut suivre, la Chine et l'Inde? Mais je pense qu'il faut suivre le modèle du progrès, et non pas le modèle de la récession. Parce que la Chine, c'est 1000 voitures de plus par jour dans les routes de Pékin. C'est une centrale au charbon par semaine. Non, mais alors justement, ma question, c'est... Mais ils ont raison de se développer, mais ils ont raison, bien sûr. Même si ça entraîne une explosion du CO2. Mais on n'en sait rien, ils ont raison. Pourquoi ils ne se développeraient pas? Pourquoi ils seraient réduits à rester dans un état sous-développé? Ils ont raison, ils s'en foutent de tous ces trucs. Claude Allègre ne nie pas l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Mais pour lui, rien à voir avec les températures. L'augmentation du CO2, c'est une réalité. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce problème. Je pense simplement que la modification du climat, d'abord, on ne sait pas ce qu'elle est. Depuis 10 ans, la température décroît, elle ne décroît pas. Donc, faut arrêter ces fantasmes. Liés l'un à l'autre, ça n'a rien à voir. Claude Allègre nous montre un graphique. Il y a deux courbes intéressantes. L'une montre que le CO2 monte, c'est la ligne rose. L'autre indique que la température moyenne baisse, c'est le trait noir. C'est pas moi qui publie ça, c'est pas moi, c'est le document officiel. Vous voyez la température augmenter, vous? Oui, non, mais là, je sais même pas ce que... Non, mais c'est 10 ans, c'est les 10 dernières années. C'est qui la source? C'est le Hadley Center, le Hadley Center, c'est les Anglais. Vérification faite, le Hadley Center est le principal institut d'études du climat en Angleterre. Effectivement, une référence solide. La courbe que nous exhibe Claude Allègre vient bien de chez eux. Seulement voilà, elle ne concerne que les 10 dernières années. Quand on regarde cette même courbe du Hadley Center sur 100 ans, on constate que cette baisse n'est qu'une variation minime dans une tendance constante à l'augmentation. Et sur leur site internet, les scientifiques du Hadley Center disent exactement le contraire de Claude Allègre. Oui, les températures augmentent, c'est bien lié à l'activité humaine et il faut réagir de toute urgence. Autant de détails que Claude Allègre avait omis de nous préciser. Pourquoi? Nous avons voulu l'interviewer de nouveau, mais il a refusé de nous revoir. Non sans nous préciser au téléphone que seules les observations de ces 10 dernières années étaient valides du fait des satellites et que de toute façon, l'augmentation des températures sur 100 ans est tellement minime qu'elle ne devrait inquiéter personne.